La Révolution française a été dans la vie politique française depuis plus de 2 siècles une question débattue entre les différents courants politiques. Elle fait partie de l'imaginaire politique qui ressurgit à certaines occasions. Je vous propose le plan d'études suivant, une périodisation, les regards et les débats. Je distinguerai dans la Révolution 3 périodes. La première, 1789-1791. Le 14 juillet 89, c'est la prise de la Bastille. Au mois de juillet 89, c'est la constitution civile du clergé. Le 4 août 89, l'abolition des privilèges. Le 26 août 89, la déclaration des droits de l'homme. Le 5 et le 6 octobre 89, Louis XVI est amené aux Tuileries. Le 3 septembre 91, c'est le vote de la Constitution. Et le 20 juin 91, la fuite de Louis XVI à Varennes. La deuxième période correspond à l'année 92. Le 20 avril, c'est la déclaration de guerre à l'Autriche. Le 11 juillet 92, la patrie est déclarée en danger. Le 10 août 92, Louis XVI est prisonnier au Temple. Au mois de septembre 92, ce sont des massacres. Et le 20 septembre 92, Valmy. Le 22 septembre 92, la République est proclamée. Décembre 92, c'est le procès de Louis XVI. Et le 21 janvier 93, l'exécution de Louis XVI. En 93-94, en mars 93, c'est le début des guerres de Vendée. Le 2 juin 93, l'arrestation des Girondins. Le 17 septembre 93, la loi des suspects. Le 31 octobre 93, l'exécution de 21 députés girondins. En mars 94, l'exécution des hébertistes. Le 6 avril 94, l'exécution de Danton. Et le 27 juillet 94, le coup d'État de Thermidor. La Révolution doit-elle être considérée comme un bloc? C'est ce que pensait Clémenceau. C'est-à-dire que chacune des périodes est soit un bien et un bien, ou un mal et un mal, ou doit-elle être considérée comme une suite de dérapages? C'est-à-dire qu'une période est bien, mais d'autres périodes sont mauvaises. Alors commençons par ceux qui voient dans la Révolution une suite de mal. Alors dans la lignée de ceux qui pensent que tout a été mauvais dans la Révolution, nous avons Joseph de Maistre, qui a écrit les considérations sur la Révolution française, et Louis de Bonald, qui a écrit la théorie du pouvoir politique et religieux dans les sociétés civiles, démontrée par le raisonnement et l'histoire. Ce sont des penseurs qui vont influencer au XXe siècle Maurras, Bainville, Gaxot. Pour eux, les méchants, ce sont les révolutionnaires, les gentils, les royalistes, les vendéens, les chouans. Deuxième tendance, les libéraux, avec Edmond Burke, qui a écrit Réflexions sur la Révolution de France, et Taine, Les origines de la France contemporaine. Troisième point de vue, celui des anarchistes, Proudhon, Kropotkin au XIXe, Daniel Guérin au XXe siècle. Pour eux, la Révolution a toujours maintenu le pouvoir des privilégiés. Robespierre, par exemple, est un traître vis-à-vis des masses populaires. Il a peur du spontanéisme des masses. Les mesures en faveur des pauvres ont été uniquement des manœuvres défensives. Il a refusé de déchristianiser. Il a défendu le caractère sacré de la propriété. Pour eux, les méchants, ce sont les aristocrates, mais aussi les bourgeois, les jacobins, les girondins, les montagnards. Et les gentils, ce sont les sans-culottes qui sont précurseurs de 1848, de 1871, des révolutions à venir. Ce sont les arrangés, les hébertistes. Et puis il y a ceux qui pensent que la révolution a été positive du début à la fin. C'est l'école marxiste, avec Mathiez, Lefebvre, Soboul, et dans la deuxième moitié du XXe siècle, Michel Vauvel, Claude Mazauric. Les méchants, ce sont les monarchistes, les girondins, les fédéralistes, Danton. Les gentils, ce sont les montagnards, Robespierre, les sans-culottes, Gracchus Babeuf. Et puis il y a ceux pour qui 1789 est un bien, mais 92 un mal et 93 un mal. Ce sont les libéraux, Benjamin Constant, qui s'inspirent de Mounier qui disait « Il faut suivre les leçons de l'expérience, s'opposer aux innovations téméraires et ne proposer dans les formules du gouvernement que les modifications nécessaires pour garantir la liberté. » En somme, la révolution, ça doit être la liberté, la constitution, la démocratie représentative avec un suffrage censitaire. Pour Madame de Staël, tout ce qui se fait d'accord avec l'opinion est maintenu par elle, mais dès qu'on la précède, il faut avoir recours au despotisme. La République s'est établie 50 ans avant que les esprits y furent préparés. Tocqueville, il est favorable à la Révolution jusqu'à octobre 89, mais ensuite,
Lorsque le peuple ramène Louis XVI à Paris, c'est un convoi funèbre, un triomphe de la brutalité sur l'intelligence, un mardi gras meurtrier. On est passé à la haine entre classes et l'égalité est recherchée au détriment de la liberté. Quant à Guizot, il dit que 1789 a apporté des idées positives, l'État-nation, la liberté, l'égalité, mais ce qui a échoué ensuite en 92 et 93 réussira en 1830 avec Louis-Philippe. Pour eux, les gentils, c'est Lafayette, Barnave, Malouet, Mounier, Mirabeau. Les méchants, les Jacobins, Danton et Robespierre. Pour Michelet, en 1789, on assiste à l'entrée du peuple dans l'histoire. C'est l'événement de la loi, l'émancipation, la fraternité. C'est un événement spirituel unique, une rupture radicale avec le passé, l'avènement d'un monde nouveau, dont la France est la figure de proue. La France est la nation élue. Le 14 juillet 90, la fête de la Fédération résume le génie de la Révolution, son radicalisme et son universalisme. 89, c'est l'action des foules immenses. 92, c'est la levée en masse, la patrie sauvée. Les fondateurs de la République qui sont dignes de la reconnaissance du monde pour avoir voulu la croisade de 1792 et la liberté pour toute la terre. Certes, il y a eu des erreurs, dont la constitution civile du clergé, dont il dit que c'est une œuvre faible et fausse qui divise le peuple, ravive le fanatisme, redonne les armes à la contre-révolution. En 93, le peuple est rentré chez lui. C'est une minorité d'activistes qui ont pris le pouvoir. La révolution a dérapé en 93 à cause des Jacobins qui sont fanatiques, sectaires, intolérants, tels les ordres mendiants du Moyen-Âge. Mais 1789 reste une petite flamme étroite, vacillante, menacée, succédant à l'immense lumière de 1789. 1789 a donné la parole au peuple, la devise liberté-égalité, créé le patriotisme. Les gentils, ce sont le peuple, les méchants, les aristocrates et les jacobins. François Furet écrit « L'histoire de Michelet, c'est une histoire savante écrite sur le mode de la poésie. Michelet influencera l'AVIS, l'Instituteur national, inspirateur des programmes d'histoire de l'école primaire de la République, et donc de ce qu'on appelle le roman national. » Pour Edgar Quinet, avec Robespierre, la Révolution porte une tradition absolutiste, un lourd passé antilibéral. 93 est l'aboutissement quasi naturel de l'histoire nationale. Il suffit de rappeler les cathares et les protestants. Il dit il n'y avait de nouveau chez les jacobins que le but. Quant aux moyens, la contrainte et l'autorité, c'est ce qu'on a toujours vu chez nous depuis des siècles. Robespierre réincarne Richelieu. La souveraineté populaire est un décalque de la souveraineté royale, une, indivisible, toute puissante. La terreur n'est pas le résultat d'une situation exceptionnelle. La Révolution a inoculé l'habitude de la servitude et le virus du pouvoir absolu. Le culte de la terreur de 93 déshonore la gauche. Pour Antoine Hollard, la Constitution de l'an 1 en 1793 est la charte fondamentale de l'histoire de France. Elle est le programme politique et social de la France à venir. La Révolution a tout commencé, la Troisième République finira la tâche. Danton est donc un personnage positif, Robespierre est un dictateur. François Furet, influencé par les théories sur le totalitarisme d'Hannah Arendt et de Raymond Aron, déclare « On peut probablement dire, d'un point de vue très abstrait, en regardant les choses de très haut, qu'il existe dans le discours du jacobinisme français en général, et dans celui de Robespierre en particulier, certains traits pré-totalitaires. » Examinons maintenant l'ensemble des débats qui se sont déroulés sur la Révolution. Nous verrons d'abord les idées de la Révolution, la dynamique révolutionnaire, nous parlerons des acteurs, c'est-à-dire les aristocrates, le peuple, les assemblées, les jacobins, les sans-culottes, et nous terminerons par les montagnards au pouvoir et l'appréciation que l'on peut porter sur Thermidor. Dans mon exposé, je vais comparer les différences d'analyse entre l'école marxiste et Taine. Le principal représentant de l'analyse marxiste est Albert Soboul, qui a vécu de 1914 à 1982 et qui a eu pour disciples Michel Vauvel et Claude Masauric. En 1933, il a adhéré au Parti communiste français. En 1938, il a eu l'agrégation. En 1942, il est révoqué par Vichy et il rentre dans la résistance dans le Vercors. L'école que l'on peut qualifier de jacobino-marxiste est l'école dominante à l'université et dans la formation des professeurs dans les années 60-70. Georges Duby, par exemple, pour son Histoire de France, demande à Vauvel de rédiger la partie relative à la Révolution. Hippolyte Taine, 1828-1895, est philosophe, critique littéraire. C'est un conservateur libéral élitiste. Selon lui, c'est toujours une élite qui gouverne.
l'élite idéale étant stoïcienne et lisant Marc Aurèle. Il fait l'éloge de Montesquieu, le mieux instruit, le plus sagace et le plus équilibré de tous les esprits du siècle. Mais sa célébrité n'était point une influence. Pour lui, le régime politique idéal assure la sûreté de la personne et donc de la propriété. Il n'a pas de nostalgie pour l'ancien régime. On peut parler d'idéologie de la Révolution dans la mesure où un certain nombre d'idées sont communes à l'ensemble des révolutionnaires. Nous en donnerons 5. L'homme est naturellement bon. Une société nouvelle est à créer grâce à la raison. Il faut rejeter la tradition. La société doit être construite sur le contrat social et la volonté générale. Et un homme nouveau apparaîtra. Pour Jean-Jacques Rousseau, grand inspirateur de la Révolution, l'homme est un être naturellement bon, aimant la justice et l'ordre. La nature a fait l'homme heureux et bon, la société le déprave et le fait misérable. Ôter ces digues, œuvre de la tyrannie et de la routine, la nature délivrée reprendra tout de suite son allure droite et saine, et sans effort, l'homme se trouvera heureux et vertueux. Turgot présente au roi un plan d'éducation politique. « Sire, dit Turgot, j'ose vous répondre que dans 10 ans, votre nation ne sera plus reconnaissable, et que par les lumières et les bonnes mœurs, elle sera au-dessus des autres peuples. Les enfants qui ont actuellement 10 ans se trouveront alors des hommes préparés pour l'État, affectionnés à leur pays, soumis non par crainte mais par raison à l'autorité, secourables avec leurs concitoyens, accoutumés à reconnaître et respecter la justice. » Pour Taine, le principal responsable de la Révolution est Rousseau, homme étrange, porteur de la rancune du plébéien, pauvre et aigri, original et supérieur, mais qui dès l'enfance portait en soi un germe de folie et qui à la fin devint fou tout à fait. Et surtout, de ses épigones, l'abbé Raynal, Mably Morelli, dont les œuvres sont diffusées dans des catéchismes à 6 sous. La diffusion du rousseauisme s'est faite dans les sociétés de pensée sur tout le territoire. Cette philosophie a eu du succès en France contrairement à l'Angleterre. Tocqueville l'explique par l'exclusion des intellectuels du pouvoir en France. Il écrit « Quand on opère sur des choses réelles, on n'est pas tenté de planer dans un monde imaginaire ». Taine oppose la vision optimiste de Rousseau sur la nature humaine à la vision pessimiste des écrivains du XVIIe, Pascal, La Rochefoucauld, La Fontaine. Il conteste chacune des idées du rousseauisme ou de ce qu'il appelle le philosophisme. Pour Taine, l'homme n'est pas naturellement bon. Les maîtres de l'homme sont le tempérament physique, les besoins corporels, l'instinct animal, le préjugé héréditaire, l'imagination, l'intérêt personnel ou l'intérêt de famille, de caste, de parti. Nous nous tromperions gravement si nous pensions qu'ils sont bons par nature, généreux, sympathiques, ou tout au moins doux, maniables, prompts à se subordonner à l'intérêt général ou à l'intérêt d'autrui. L'homme est un animal très voisin du singe. Condorcet, qui était un grand mathématicien, voulait que la société soit modifiée à partir de la méthode des mathématiciens, c'est-à-dire extraire, circonscrire, isoler quelques notions très simples et très générales et déduire par pur raisonnement toutes les conséquences. Pour Taine, au contraire, dans la conduite de l'homme et de l'humanité, l'influence de la raison était petite. Ce que dans l'homme nous appelons la raison n'est point un don inné, primitif et persistant, mais une acquisition tardive et en composée. Non seulement la raison n'est point naturelle à l'homme, ni universelle dans l'humanité, mais encore dans la conduite de l'homme et de l'humanité, son influence est petite. Qu'aurait-on dû faire? Il fallait assainir le bâtiment, le nettoyer, y percer des fenêtres, y abattre des clôtures, mais garder les fondements, le gros œuvre et la distribution générale. Taine souhaitait une révolution calme et pacifique pour construire une société sur le modèle anglais. Il trouvait le modèle allemand despotique et barbare avec une élite brutale. En Angleterre, la hiérarchie, la suprématie des nobles sont acceptées, créant une déférence volontaire. Comme l'écrivait Tocqueville, la noblesse anglaise a su se mêler familièrement à ses inférieurs et feindre de les considérer comme des égaux. Pour Taine, le modèle anglais, tradition, conservatrice, esprit civique, vertu morale, empirisme, sens pratique, collaboration entre classes, gouvernement représentatif, suffrage censitaire, équilibre des pouvoirs, tout cela créé par le génie anglais du bricolage, était son idéal. Pour les révolutionnaires, la tradition est superflue, inutile et dangereuse. Bertrand Barrère, dans un discours aux députés, leur déclare « Vous êtes appelés à recommencer l'histoire ». Pour Taine, il s'agit de la folie française de la table rase,
une ambition extravagante et néfaste. En général, plus un usage est universel et ancien, plus il est fondé sur des motifs profonds, motifs de physiologie, d'hygiène, de prévoyance sociale. La tradition fait d'une société de brutes une société d'hommes. Si les principaux préjugés disparaissaient tout d'un coup, l'homme, privé du legs précieux que lui a transmis la sagesse des siècles, retomberait à l'état sauvage et reviendrait ce qu'il fut d'abord, je veux dire, un loup inquiet, affamé, vagabond et poursuivi. Taine se moque de l'ambition des révolutionnaires. Lorsqu'on s'imaginait la fondation d'une société humaine, on imaginait vaguement une scène semi-bucolique, demi-théâtrale, à peu près semblable à celle qu'on voyait sur les frontispices des livres illustrés de morale. Des hommes demi-nus ou vêtus de peau de bête sont assemblés sous un grand chêne. Au milieu d'eux, un vieillard vénérable se lève et leur parle le langage de la nature et de la raison. Il leur propose de s'unir et leur explique en quoi ils s'obligent par cet engagement mutuel. Il leur montre l'accord de l'intérêt public et de l'intérêt privé et finit en leur faisant sentir les beautés de la vertu. Tous aussitôt poussent des cris d'allégresse et s'embrassent. De toutes parts on danse sous les ormeaux et la félicité est désormais établie sur la terre. Il est triste, quand on s'endort dans une bergerie, de trouver à son réveil les moutons changés en loups. Et cependant, en cas de révolution, on peut s'y attendre. Pour Jean-Jacques Rousseau, l'homme est un être qui a le désir de bonheur et la faculté de raisonner, et qui par contrat décide de vivre en société. Pour Taine, cette thèse est absurde. L'individu est abstrait, c'est une construction philosophique, c'est un être sans passé, sans parents, sans engagement, sans tradition, sans habitude, qui ne saurait former de collectivité. On assiste à un vertige volontariste, la géométrie du contrat social n'est qu'un pur jeu de l'esprit. Le contrat social, dit-il, est le Coran des discoureurs apprêtés. Quant à la Déclaration des droits de l'homme, c'est un décor simple, une enseigne inutile et pesante. Tous les articles de la Déclaration sont des poignards dirigés contre la société. Pour Jean-Jacques Rousseau, par la délibération démocratique, la volonté générale apparaît au sein de la société et les citoyens doivent s'y soumettre. Pour Taine, à la souveraineté du roi, le contrat social substitue la souveraineté du peuple. Mais la seconde est encore plus absolue que la première, et dans le couvent démocratique que Rousseau construit sur le modèle de Sparte et de Rome, l'individu n'est rien, l'État est tout. Le peuple est devenu un sultan soupçonnu. Pour les révolutionnaires, la révolution doit aboutir à la création d'un homme nouveau. Robespierre, nous voulons remplir les vœux de la nature, accomplir les destins de l'humanité, tenir les promesses de la philosophie, absoudre la providence du long règne du crime et de la tyrannie, que la France devienne le modèle des nations, l'effroi des oppresseurs, et qu'en scellant nos trouvages de notre sang, nous puissions voir au moins briller l'aurore de la félicité universelle. Pour Saint-Just, nous trouverons à chaque adulte la sobriété, l'énergie, le patriotisme d'un Spartiate ou d'un Romain. Le jour où je serai convaincu qu'il est impossible de donner au peuple français des mœurs douces, énergiques, inexorables pour la tyrannie, je me poignarderai. Pour Carrier, nous ferons un cimetière de la France plutôt que de ne pas la régénérer à notre manière. Camille Desmoulins, dans la propagation du patriotisme, c'est-à-dire de la philanthropie, cette nouvelle religion, le club des Jacobins semble être appelé à la même primatie que l'Église de Rome dans la propagation du christianisme. Non seulement c'est le grand inquisiteur qui épouvante les aristocrates, c'est encore le grand réquisiteur qui redresse tous les abus et vient au secours de tous les citoyens. Par ses croyances, la philosophie du XVIIIe siècle ressemble à une religion, au puritanisme du XVIIe, au mahométisme du VIIe. Même élan de foi, d'espérance et d'enthousiasme, même esprit de propagande et de domination, même raideur et même intolérance, même ambition de refondre l'homme et de modeler toute la vie humaine d'après un type préconçu. La doctrine nouvelle aura ses docteurs, ses dogmes, son catéchisme populaire, ses fanatiques, ses inquisiteurs et ses martyrs. Elle parlera aussi haut que les précédentes, en souveraine légitime, à qui la dictature appartient de naissance et contre laquelle toute révolte est un crime ou une folie.
mais elle diffère des précédentes en ce sens qu'elle s'impose au nom de la raison au lieu de s'imposer au nom de Dieu. Pour Michelet, 1789, c'est l'action de foule immense. Le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération résume le génie de la Révolution, son radicalisme et son universalisme. 1792, c'est la levée en masse, la patrie sauvée, les fondateurs de la République dignes de la reconnaissance du monde pour avoir voulu la croisade de 1792 et la liberté pour toute la terre. Certes, il y a eu des erreurs, dont la constitution civile du clergé, une œuvre faible et fausse qui divise le peuple, ravive le fanatisme, redonne des armes à la contre-révolution. En 1793, le peuple est rentré chez lui. C'est une minorité d'activistes qui a pris le pouvoir. La révolution a dérapé en 93 à cause des Jacobins, qui sont fanatiques, sectaires, intolérants, tels les ordres mendiants du Moyen-Âge. 1793 reste une petite flamme étroite, vacillante, menacée, succédant à l'immense lumière de 1789. Examinons le point de vue marxiste sur les causes de la dynamique révolutionnaire. Pour les historiens d'inspiration marxiste, Mathiez, Lefebvre, Soboul, cette dynamique s'explique par deux raisons. Premièrement, le changement de mode de production. Le capitalisme se développe dans la société, mais est limité par certaines structures encore féodales. La bourgeoisie fait la révolution, avec l'aide du peuple, pour se débarrasser du féodalisme, donc de l'aristocratie, et accéder au pouvoir. Deuxième facteur, la lutte des classes. Au niveau social, les événements traduisent la victoire de la bourgeoisie sur les anciennes classes privilégiées de l'Ancien Régime. En termes politiques et idéologiques, ils représentent l'avènement d'un pouvoir bourgeois et le triomphe des Lumières sur les valeurs et croyances de l'âge précédent. Pour les marxistes, la bourgeoisie a préparé et mené la Révolution. La Révolution fut une révolution bourgeoise. Albert Soboul écrit le 14 juillet consacrait l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle classe, mais un soutien populaire et particulièrement paysan. La bourgeoisie prend peur quand, ayant fait appel aux classes populaires et contre l'aristocratie, elle les voit en 93 prétendre au pouvoir. La bourgeoisie se retourne alors contre le peuple et c'est Thermidor. Les acteurs sont des marionnettes des classes sociales. Ce sont les intérêts de classe qui expliquent le comportement des individus. Par exemple, la fusillade du 17 juillet 91 est interprétée. La fusillade du Champ de Mars manifesta les intentions arrêtées de la bourgeoisie. Les Girondins sont des petits bourgeois basculant du côté de la grande bourgeoisie, voire de l'aristocratie. Les montagnards sont des petits bourgeois basculant du côté du peuple, représentés par les sans-culottes. La rivalité de la Gironde et de la montagne revêtait donc des aspects d'un conflit de classe. Enfin, la Révolution est une étape dans le sens de l'histoire. L'Ancien Régime, la tentative de construction de la démocratie, la tentative de construction d'une société égalitaire, la réaction de la bourgeoisie. À partir de l'analyse marxiste, on peut constituer la chronologie suivante de la Révolution. De 89 à 92, c'est une révolution bourgeoise et un mouvement populaire. De 92 à 95, le despotisme de la liberté, ce qui est d'ailleurs le terme de Robespierre. Et puis de 95 à 99, la réaction bourgeoise et la fin du mouvement populaire. François Furet, influencé par Raymond Aron et Hannah Arendt, critique l'analyse marxiste sur plusieurs points. D'abord sur les causes. La révolution s'explique par l'ensemble de facteurs. Une crise économique conjoncturelle, une crise climatique, une crise agricole, une crise industrielle due au libre-échange avec la Grande-Bretagne, des jacqueries, une crise de l'élite et l'idéologie des Lumières. Il rappelle l'analyse de Tocqueville sur le caractère insupportable des petites différences. Madame Roland va dans un château, elle mange avec les domestiques. Madame Barnave est à l'opéra à Grenoble, on lui demande de quitter sa place parce qu'elle n'est pas noble. Et puis, la rente féodale est résiduelle en 89. La bourgeoisie n'est pas exclue du pouvoir. Les bourgeois qui font la révolution ne sont pas les représentants d'une bourgeoisie capitaliste montante pré-industrielle. Ce sont des praticiens du droit. L'explication par les classes sociales. Comment expliquer la déclaration de guerre de 1792 ? Pourquoi y a-t-il eu une forme violente de la révolution, contrairement aux autres pays où la transformation s'est faite plus pacifiquement, en Grande-Bretagne et en Hollande ? Pourquoi ce schéma indigent, dit-il, cette résurrection scolastique, cette misère des idées, cette crispation passionnelle déguisée en marxisme ? Ce discours tient tout entier dans l'exercice d'une fonction charismatique à destination des rescapés imaginaires du babouvisme.
Les historiens marxistes empruntent sans le savoir la maladie d'interpréter le passé en fonction d'un futur qui lui serait assigné d'avance. Il y a en fait une autonomie du politique par rapport au social. Les conflits de pouvoir ne reflètent pas les intérêts de classe, l'imaginaire, le politique, le symbolique, les représentations du pouvoir constituent les facteurs essentiels de la dynamique révolutionnaire. Pour Taine, la dynamique s'explique par des oligarchies qui sont en lutte pour le pouvoir. Avant 1789, il y a une oligarchie aristocratique ou bourgeoise qui est instable. De 89 à 93, 3 facteurs expliquent l'évolution. On assiste à la fin de l'hégémonie aristocratique et à la lutte entre oligarchies nouvelles, des oligarchies petites bourgeoises naissantes, en compétition, instables, qui se battent au nom du peuple, les feuillants, les jacobins, les girondins, les montagnards, les indulgents, les exagérés, les sans-culottes. Et puis il y a l'intervention des masses, des milliers de gens qui descendent dans les rues avec des revendications simples, le pain, le travail, l'égalité, et qui attendent des résultats concrets. La chronologie que propose Taine est la suivante: l'anarchie spontanée, la conquête jacobine, le gouvernement révolutionnaire. Pour Taine, on assiste à la fin des pouvoirs traditionnels. Les manants n'obéissent plus aux seigneurs, les soldats aux officiers, les ouailles aux curés, les curés aux évêques, les débiteurs aux créanciers, les contribuables aux collecteurs d'impôts. Ce n'est plus le peuple qui obéit aux autorités, ce sont les autorités qui obéissent au peuple. Necker déclare en février 89 « Il n'y a plus d'obéissance nulle part et on n'est même pas sûr des troupes ». Bailly dit « Tout le monde savait commander et personne obéir ». Au mois de juillet, comme le roi signait un ordre, un valet lit au-dessus de son épaule. Les émeutes ne sont pas réprimées. Taine écrit « Quand un mur est trop haut, on ne songe pas à l'escalader ». Mais voilà que le mur se crevasse et que tous les gardiens, clergés, noblesse, tiers et lettrés politiques, jusqu'au gouvernement lui-même y pratiquent une large brèche. Pour la première fois, les misérables aperçoivent une issue. Ils s'élancent d'abord en peloton, puis en masse. Et la révolte est universelle, comme autrefois la résignation. Toute émeute devient légitime. Les violences sont impunies, tolérées, excusées, mal réprimées, contrairement aux jacqueries. Ce qu'il y a de pire dans l'anarchie, ce n'est pas tant l'absence de gouvernement que la naissance de gouvernements nouveaux et d'espèces inférieures. En tout État qui se dissout, il se forme des bandes conquérantes et souterraines. Tout est philanthropie dans les mots et symétrie dans les lois, tout est violence dans les actes et désordre dans les choses. L'homme à pique se laisse mener par l'homme à phrase. La Constitution de 1791. Pour Soboul, c'est une constitution bourgeoise qui protège la propriété et empêche les grèves et les coalitions ouvrières par la loi Le Chapelier. Pour Taine, en vertu de la Constitution, l'anarchie spontanée devient l'anarchie légale. L'exécutif est impuissant, le roi est un mannequin décoratif, sans pouvoir, pas de droit de dissolution, pas de proposition de loi, pas d'armée. Pour les administrations, les décisions et les actions sont émoussées, ralenties, écourtées par des bavardages. Les mandats des élus sont courts. La Constituante, selon lui, a semé de bons germes, vie privée, état civil, code pénal, code rural, impôts. Mais en ce qui concerne les institutions, elle a opéré comme une académie d'utopistes et non comme une législature de praticiens. C'est un chef-d'œuvre de la raison spéculative et de la déraison pratique. Selon Taine, la France est une fédération de 40 000 municipalités souveraines, où l'autorité des magistrats vacille, où les citoyens actifs se dérobent leur emploi public, où une minorité de fanatiques et d'ambitieux accapare la parole, l'influence, les suffrages, le pouvoir, l'action et autorise les usurpations multipliées. L'anarchie spontanée devient anarchie légale. La constitution qu'ils aiment produit l'anarchie qu'ils détestent. Pour Taine, dans le processus révolutionnaire, il y a un phénomène de triage. En toute révolution, la lie d'une société monte à la surface. On ne les avait jamais vus, comme les blaireaux des forêts ou comme les rats d'égout. Ils restaient dans leur tanière ou dans leur bouge. Ils sortent par troupeau. Vers la fin de 89, les gens modérés, occupés, rentrent au logis. L'avocat envieux et théoricien a conduit les paysans. La multitude est indécise, inerte, absente. Le pouvoir échoit au groupe résolu, agissant, présent, qui trouve le loisir et qui a les volontés de s'en charger. La politique devient une carrière. La force ne se mesure pas en nombre. Ils sont une bande dans une foule, et dans une foule désorganisée, inerte, une bande dessinée à tout, perce en avant comme un coin de fer dans un amas de plâtre disjoint. On n'a jamais vu de machine mieux combinée pour fabriquer une opinion artificielle et violente, pour donner les apparences d'un vœu naturel et spontané, pour confier à la minorité bruyante les droits de la majorité muette. Les Jacobins sont comme les Normands en Angleterre, les Anglais en Irlande.
Dans la grosse masse pacifique des mœurs et civilisées de cœur, la Révolution a trié et mis à part les hommes assez fanatiques ou assez brutaux ou assez pervers pour avoir perdu tout respect d'autrui. Livré à lui-même et ramené subitement à l'état de nature, le troupeau humain ne saura que s'agiter, s'entrechoquer, jusqu'à ce que, enfin, la force pure prenne le dessus comme au temps barbare, et que parmi la poussière et les cris surgisse un conducteur militaire, lequel d'ordinaire est un boucher. On ne sort de l'anarchie que par le despotisme, avec la chance de rencontrer dans le même homme d'abord un sauveur, puis un destructeur. Pour les marxistes, l'aristocratie liée au mode de production féodal doit disparaître pour permettre le développement capitaliste et le pouvoir de la bourgeoisie. Pour Taine, l'aristocratie française est devenue une élite défaillante. Elle a des privilèges, mais elle exploite le peuple, elle est absente sur ses terres, elle fait preuve d'abus, de mépris à l'égard du tiers-état, d'oisiveté. Elle est devenue inutile. Déjà avant l'écroulement final, la France est dissoute, et elle est dissoute parce que les privilégiés ont oublié leur caractère d'homme public. C'est une noblesse abâtardie. Elle fait preuve d'humanité, de longanimité. Elle a horreur du sang. Les nobles sont doux et sensibles, leur seul défaut est la faiblesse. Plus une aristocratie se polit, plus elle se désarme. Et quand il ne lui manque plus aucun attrait pour plaire, il ne lui reste aucune force pour lutter. L'Empire est à la force dans l'humanité comme dans la nature. Toute créature qui perd l'art et l'énergie de se défendre devient une proie d'autant plus sûre que son éclat, son imprudence et même sa gentillesse la livrent d'avance aux rudes appétits qui rôdent alentour. Pendant plus de 30 mois, sous une pluie d'outrages, de menaces, de spoliations, les nobles qui sont restés en France n'entreprennent aucune hostilité contre le gouvernement qui les persécute. Une aristocratie imbue de maximes humanitaires et radicales, des courtisans hostiles à la cour, des privilégiés qui visent à saper les privilèges. Il faut voir cet étrange spectacle. Pour les marxistes, le peuple, ce sont des exploités luttant pour leur émancipation, le conflit principal étant celui entre le peuple et les privilégiés. Pour Taine, le peuple est misérable, accablé d'impôts. Le peuple subit une machine à tondre grossière et mal agencée. Mais c'est une sorte de bête primitive aux instincts élémentaires, et si longtemps maltraitée qu'elle vit en état de révolte latente. Le vrai paysan n'est d'aucun parti, ni royaliste ni républicain. Ses idées sont trop rares, trop courtes et trop lentes pour lui composer une opinion politique. De la Révolution, il ne comprend que ce qui le touche au vif. Le peuple est divisé, paysans et urbains, parisiens et provinciaux, catholiques et non catholiques. Jean Bon Saint-André, protestant, dit « C'est le jour de la vengeance et nous l'attendons depuis 100 ans ». Le peuple est divisé entre raisonnables et fanatiques. La constituante, la législative et la convention sont des institutions que l'on peut qualifier de peu démocratiques. Le suffrage est masculin, il est censitaire, sauf en 93, il est à 2 degrés, l'abstention est forte. En 1793, il manque 6 300 000 électeurs sur 7 millions. Le déroulement des scrutins se fait sous pression. François Furet écrit « La Convention a été élue dans des conditions qui n'ont rien à voir avec celles d'un scrutin libre dans les circonstances paisibles. Seuls les militants révolutionnaires osent paraître aux assemblées. » L'absentéisme, à la fin de la constituante, il y a 700 présents sur les 1139 du début. À la fin de la législative, 300 sur 754. Il n'y a pas de vote secret ou des menaces. Par exemple, sur le vote pour la mort de Louis XVI, Carnot écrit « Louis XVI eût été sauvé si la Convention n'eût pas délibéré sous les poignards. » Les votes se font sous la pression des tribunes. Taine présente le fonctionnement des assemblées, tintamarre des tribunes, déclarations furibardes, remontrances impérieuses, exigences, sommations, menaces. Il poursuit une salle de collège où des centaines d'écoliers se querellent et se prennent par les cheveux. Chacun refait son Montesquieu avec la suffisance d'un enfant qui se croit savant en commençant à lire. Un Anglais étudierait 6 mois ce qu'il décide en un quart d'heure. Une farouche et grossière présomption à délivrer le sot et l'ignorant du sentiment de leur nullité. Ils croient faire des lois quand ils alignent des phrases. Ils pérorent sur des questions qu'ils n'entendent pas. Jamais on n'entend parler pour si peu dire. Mots grandioses et vagues, verbiage creux, emphase ronflante, charlatanisme imprudent, déclamation vulgaire, flatterie servile, scolastique de pédants débités avec une emphase d'énergumène, une fabrique de sottises, une école d'extravagance, un théâtre de déclamation, de fadaises saugrenues.
En étant un club de motionnaires, elle cesse d'être un conclave de législateurs. Autant voudrait prendre 11 000 notables dans une province de terre ferme pour leur confier la réparation d'une vieille frégate. Ils la démoliront en conscience et celle qu'ils construiront à la place sombrera à la sortie du port. La plupart abordent la politique à peu près comme ce gentilhomme à qui l'on demandait s'il savait jouer du clavecin et qui répondait « Je ne saurais vous dire, je n'ai jamais essayé, mais je vais voir ». Pour les marxistes, les jacobins sont héroïques, dévoués au bien commun, annonciateurs de l'avenir, défenseurs de l'idée de souveraineté du peuple, du suffrage universel, de l'égalité, de la liberté d'opinion, de l'éducation pour tous, de l'idée d'assistance sociale, du divorce, de la reconnaissance des droits des enfants dits naturels, de la suppression de l'esclavage, du développement des sciences. Pour Taine, ce sont des tourbes de déclassés besogneux et bavards qui promènent leurs idées creuses et leurs prétentions de déçus sur le pavé. Ils sont bavards, turbulents, insatisfaits, ratés, envieux, médiocres, fanatiques, fous, imbibés de quelques idées. Ils ont des esprits bornés, faussés, précipités, emphatiques, faibles, mal cultivés, mal ensemencés. Ce sont des charlatans, des aventuriers de l'esprit, des cerveaux malsains, des illuminés de toute espèce, des déclassés besogneux. Ils sont sectaires, fanatiques, c'est un ramassis de déclassés, brutaux et pervers. Voilà ce que Taine leur fait dire. Quelle que soit ma condition, mon incompétence, mon ignorance et la nullité du rôle dans lequel j'ai toujours langui, j'ai plein pouvoir sur les biens, les vies, les consciences de 26 millions de Français, et pour ma quote-part, je suis tsar et pape. Nous imposons de force notre religion, notre culte, notre morale et nos mœurs. Nous régentons la vie privée et fort intérieure. Nous commandons aux pensées, nous scrutons et punissons les inclinations secrètes. Nous taxons, emprisonnons et guillotinons non seulement les malveillants, mais encore les indifférents, les modérés, les égoïstes. Le jacobin sait tout de suite quel est le gouvernement légitime et quelles sont les bonnes lois. Il connaît la volonté du peuple et il la connaît d'avance. Désormais, on connaît la volonté du peuple. On peut agir sans le consulter. On n'est pas tenu d'attendre leur vote. En tout cas, leur ratification est certaine. Si par hasard elle manquait, ce serait de sa part ignorance ou méprise, et alors leur réponse mériterait d'être considérée comme nulle. On assiste à la construction logique d'un type humain réduit, à un effort pour y adapter l'individu vivant, à l'ingérence de l'autorité publique dans toutes les provinces de la vie privée, à la contrainte exercée sur le travail, les échanges et la propriété, sur la famille et l'éducation, sur la religion, les mœurs et les sentiments, au sacrifice des particuliers à la communauté, à l'omnipotence de l'État. Jadis, il y avait des crimes de lèse-majesté royale. Maintenant, il y a des crimes de lèse-majesté populaire. Ainsi, le dogme qui proclame la souveraineté du peuple aboutit à la dictature de quelques-uns. C'est nous, les 5 ou 6 000 jacobins de Paris, qui sommes le monarque légitime, le pontife infaillible, et malheur aux récalcitrants et aux tièdes. Pour les marxistes, Marat est un savant méconnu. Il a fait preuve de bonté et d'humanité profonde. Il a défendu avec clairvoyance les droits des masses populaires. Pour Taine, c'est un escroc fou qui a traité Lavoisier d'apprenti chimiste, qui a déclaré pour assurer la tranquillité publique, il faudrait que 230 000 têtes tombassent encore. Buchez et Roux intègrent Robespierre dans la trinité sainte et sublime avec Jésus-Christ et Rousseau. Pour les marxistes, c'est un grand homme. Mathiez écrit en 1920 « Pourquoi sommes-nous robespierristes ?» Il est courageux, clairvoyant, éloquent, désintéressé, incorruptible. Il fait preuve d'un effort surhumain, il mène un combat titanesque. Vauvel écrit « Ce n'était pas un dictateur comme on l'a dit ». Avec sa conviction, sa rectitude d'incorruptible, il a été l'âme de la Révolution dans sa phase la plus terrible. C'est que Robespierre et ses amis ne sont pas des tyrans sanguinaires. Au-delà de réponse aux circonstances, ils ont un haut idéal, celui de fonder la République par une régénération de ses citoyens. Il a mené une lutte à la fois contre les opportunistes d'Anton et contre les extrémistes de gauche, les exagérés, les enragés et les hébertistes. Cela n'empêche pas les marxistes d'être critiques à l'égard de Robespierre. Soboul écrit « Robespierre croyait à la toute-puissance des idées et des appels à la vertu, mais il fut incapable d'une analyse précise des réalités économiques et sociales de son temps. Les Jacobins ne constituaient pas un parti de classe strictement discipliné qui eût été un instrument efficace d'action politique. Robespierre demeura prisonnier de ses contradictions.
Il était trop conscient des intérêts de la bourgeoisie pour s'attacher totalement à la sans-culotterie, mais trop attentif aux besoins des sans-culottes pour trouver grâce aux yeux de la bourgeoisie. Pour Soboul, les insuffisances de Robespierre sont claires. C'est un idéaliste petit bourgeois qui n'a pas compris la nécessité d'un parti politique de classe centralisé. Pour Taine, c'est un cuistre, un esprit creux et gonflé qui, parce qu'il est plein de mots, se croit plein d'idées, jouit de ses phrases et se dupe lui-même pour régenter autrui. Jamais homme n'a tenu si droit et si constamment sous son nez l'encensoir qu'il bourrait de ses propres louanges. C'est un fou qui a sa logique, un monstre qui se croit de la conscience. Le Jacobin a canonisé ses meurtres et maintenant c'est par philanthropie qu'il tue. Sans la Révolution, sa petite lampe allumée eût brillé modérément, sans brûler personne, et répandu sur un cercle de province sa lumière banale, blafarde, proportionnée au peu d'huile que contenait son vase étroit. Selon les marxistes, les sans-culottes étaient le mouvement populaire par essence. Le sans-culotte est un militant, il participe à des assemblées de quartier. Le soir, il lit des affiches ou les journaux, ce qui ne l'empêche pas d'être un bon père de famille et un travailleur. Pour défendre sa liberté et celle des autres, le sans-culotte est fier de sa pique. Cependant, les sans-culottes n'étaient pas complètement révolutionnaires. Dans leur programme, le maximum des fortunes était fixé. Mais ce programme social était plein de contradictions par sa volonté de maintenir la propriété privée, tout en la limitant dans ses effets. Les sans-culottes eux-mêmes restaient prisonniers de la volonté de maintenir la propriété privée. De plus, ils n'avaient pas l'idée d'un parti discipliné, reposant sur un recrutement de classe et une sévère épuration. Cet instrument de lutte politique manqua toujours à la sans-culotterie parisienne, malgré quelques tentatives de coordination. Voilà ce que dit Michel Vauvel. Pour les marxistes, l'avenir en germe se trouve chez Babeuf. Il est pour la collectivisation, pour un parti politique discipliné, pour une dictature du peuple. Il dit il est indispensable de maintenir la dictature d'une minorité révolutionnaire tout le temps nécessaire à la refonte de la société. Pour Taine, les sans-culottes sont les représentants du peuple parce que les Jacobins ont décidé d'attribuer aux militants révolutionnaires d'origine populaire la légitimité de représenter le peuple. C'est une minorité entre 10 000 et 20 000 personnes sur 700 000 Parisiens. En fait, ce sont les croyants activistes. Taine écrit, ce ne sont pas les gens occupés et rangés qui viendront tous les jours et toute la journée aux séances. D'abord, ils ont trop à faire à leur bureau, à leur boutique, à leur établi, pour perdre ainsi leur temps. Au contraire, rien de plus attrayant pour les désœuvrés, piliers de café, orateurs de cabaret, flâneurs et bavards, pour les réfractaires et les parasites de l'armée sociale, tous ceux qui, sortis du cadre, ou n'ayant pu y entrer, se font une carrière publique. Selon Soboul, la politique économique des montagnards connaissait des contradictions. En affirmant la nécessité de la liberté économique, les montagnards refusaient de s'engager dans la voie de la démocratie sociale. Ce que Soboul appelle la démocratie sociale, c'est une économie collectivisée et réglementée. Or, la Constitution de 1793 n'interdit pas l'activité économique privée. Elle dit « Nul genre de travail, de culture, de commerce ne peut être interdit à l'industrie des citoyens ». Pour Soboul, l'économie dirigée n'était pas seulement une nécessité en période de guerre, mais elle devait être une anticipation d'une économie au service du peuple. Réglementation, prix maximum, réquisition, décret contre l'accaparement. Selon lui, si la politique économique des montagnards fut un échec, c'est parce que ces mesures n'ont pas été appliquées jusqu'au bout et qu'elles ont été interrompues par Thermidor. Pour Taine, la politique économique des montagnards est marquée par 3 traits. L'atteinte à la propriété. Les Jacobins ont excusé, amnistié, toléré et autorisé contre la propriété tous les attentats populaires, vols, pillages, abolition des indemnités, perquisitions à domicile, saisies. Deuxième trait, la bureaucratisation. On a assisté à la formation d'une bureaucratie dévouée au pouvoir. En 1791, il y a 610 emplois dans les ministères, en 1994, 3000, en 1995, 5000. Le recrutement se fait au sein des sans-culottes. À Paris, où il commande, une minorité infime se recrute dans le rebut humain qui infeste les capitales, dans la canaille épileptique et scrofuleuse qui, héritière d'un sang vicié et avarié par sa propre inconduite, importe dans la civilisation les dégénérescences, l'imbécilité, les affolements de ses instincts rétrogrades. C'est dans ce bas-fond d'ignorance et de vice que le gouvernement révolutionnaire va chercher ses états-majors et son personnel. Dans le personnel définitif de l'administration révolutionnaire, on n'y trouve guère que les notables de l'improbité, de l'inconduite et du vice, au moins,
de l'ignorance, de la bêtise et de la grossièreté. Pour Taine, d'après le découragement où les avait plongés la loi du maximum, on peut juger de l'abattement dans lequel serait tombé le peuple sous le système indéfiniment maintenu très probablement sur la moitié du territoire. La culture, au bout d'un an ou deux, fut devenue nulle ou improductive. Déjà sous toutes sortes d'exhortations ou de menaces, le paysan demeurait inerte, en apparence insensible et sourd comme une bête de somme surmenée, qui sous les coups s'entête, s'abat et ne bouge plus. L'expérience avait été faite en Chine au XIe siècle, et selon les principes longtemps, régulièrement, par la main de l'État omnipotent, sur les hommes les plus laborieux du monde, et ces hommes étaient morts par myriades comme des mouches. Si les Français à la fin de 1794 et pendant les années suivantes ne sont pas morts comme des mouches, c'est parce que le régime jacobin s'est étendu trop tôt. Substituer partout la contrainte extérieure, artificielle et mécanique aux stimulants internes naturels et vivifiants, vous n'obtiendrez que l'atrophie universelle. Selon Taine, la politique économique des montagnards a échoué à cause de la politique contre la propriété et la liberté des échanges. Pour les marxistes, la violence révolutionnaire était inévitable et nécessaire. Michel Vauvel écrit « La révolution qui commence a un caractère, il faut le dire, marqué par la violence, même si celle-ci avait été déjà présente auparavant. La volonté punitive constituait depuis 1789 un des traits essentiels de la mentalité révolutionnaire. » Alphonse Hollard, qui n'était pas marxiste, écrit « Elle était la réponse violente à la violence d'un passé qui ne voulait pas mourir. » Pour Gracchus Babeuf, en 1789, il dit « Les maîtres nous ont rendus aussi méchants qu'eux. » Vauvel écrit « La révolution est ombre mais aussi lumière. Elle a été d'une grande violence, parfois incontrôlée et sauvage, parfois nécessaire face à la résistance de l'ancien monde qui se défendait férocement. » À propos de la terreur, citons les principaux points de vue de l'école marxiste. Le bilan de la terreur doit être nuancé, entre 35 000 et 40 000 victimes. La répression fut organisée par la Convention qui s'attacha surtout à frapper les chefs épargnant les comparses. La terreur a permis la régularisation de la répression. La volonté du comité de salut public visait à régulariser la répression, à maintenir la terreur dans son cadre légal, à contrôler le mouvement populaire. Les comités révolutionnaires étaient composés de patriotes sûrs et dévoués. La terreur est une mise en forme légale et administrative de l'intimidation des opposants à la révolution pendant la période jacobine. La terreur fut essentiellement un instrument de défense nationale et révolutionnaire contre les rebelles et les traîtres. La patrie était en danger devant la contre-révolution, les Vendéens, les armées étrangères. La violence était équilibrée par la vertu, l'amour de la patrie et de ses lois. La terreur avait déblayé le terrain pour l'instauration de nouveaux rapports sociaux. Et puis, il y avait la grandeur de l'objectif. Collot d'Herbois dit « En faisant périr les scélérats, on assure la vie de toutes les générations des hommes libres. » Marat, c'est par la violence que l'on doit établir la liberté, et le moment est venu d'organiser momentanément le despotisme de la liberté pour écraser le despotisme des rois. Et Carrier, c'est par principe d'humanité que je purge la terre de la liberté de ces monstres. Albert Soboul reconnaîtra, parmi les victimes de la terreur, il y a une majorité de gens du tiers-état. Timothy Tackett, dans l'anatomie de la terreur, tente d'expliquer ce déchaînement de violence, la violence de la presse, l'importance des rumeurs, les dénonciations, l'obsession des complots, la diabolisation des adversaires, la peur, la colère, le ressentiment et la vengeance. La terreur fut critiquée à gauche. Proudhon, ces hommes furent saisis d'une véritable fureur de gouvernement. Des mesures de salut public étaient devenues nécessaires. Bientôt le bon plaisir des dictateurs fut toute leur raison. Ils ne surent que proscrire et guillotiner. Edgar Quinet. Combien de temps répéterez-vous encore cet étrange non-sens que tous les échafauds étaient nécessaires pour sauver la révolution qui n'a pas été sauvée? L'illusion des terroristes d'invoquer le succès pour se couvrir devant la postérité. Mais le succès, où est-il? Les échafauds? Le despotisme? 25 ans de guerre? Jules Ferry. C'est une monstrueuse et puérile rêverie d'une société régénérée par l'échafaud, un incroyable mélange d'atrocité et de candeur, d'austérité naïve et de rigueur implacable, de littérature et de cruauté, d'utopie pédagogique à la fois absurde et sanglante, à laquelle resteront éternellement attachés les noms de Saint-Just et de Robespierre. Friedrich Engels, la terreur, nous l'imaginons comme le règne de ceux qui répandent la terreur.
mais tout au contraire, c'est le règne de ceux qui sont terrorisés. La terreur n'est en grande partie que cruauté inutile, perpétrée par des gens qui sont eux-mêmes effrayés. Je suis convaincu que l'on doit imputer presque entièrement le règne de la terreur en 1793 aux bourgeois surexcités, jouant les patriotes, petits bourgeois philistins, souillant de peur leurs pantalons, et la lie du peuple faisant commerce de la terreur. Taine fait une description détaillée des violences qui fait ressembler son livre à des gravures de Goya. Il est révulsé par la violence populaire qui s'appuie sur le ressentiment et la haine. Comme sur un radeau de naufragés sans vivre, l'homme est retombé à l'état de nature, le mince tissu d'habitudes et d'idées raisonnables dans lequel la civilisation l'enveloppait s'est déchiré et flotte en lambeaux. Le dogme qui proclame la souveraineté du peuple aboutit à la dictature de quelques-uns et à la proscription des autres. Les jacobins se disent représentants du peuple alors que le peuple est guillotiné. La peine de mort est utilisée pour celui qui a plus de grains que nécessaire à sa subsistance, pour le cultivateur qui ne porte pas ses graines au marché chaque semaine. Plus arbitrairement, plus brutalement, plus injustement que les vieux barons féodaux, la populace des campagnes taxe, emprisonne, pille ou tue. Plusieurs millions de sauvages sont ainsi lancés par quelques milliers de parleurs. D'une part, la force brutale se met au service du dogme radical, d'autre part, le dogme radical se met au service de la force brutale. Car le propre d'une insurrection populaire, c'est que personne n'obéisse à personne. Les passions méchantes y sont libres autant que les passions généreuses, et que les héros ne peuvent contenir les assassins. S'il faut l'ivresse pour éveiller la brute, il suffit de la dictature pour éveiller le fou. C'est un despotisme digne du Dahomey, un tribunal pareil à celui de l'Inquisition, des hécatombes humaines semblables à celles de l'Ancien Régime. Le Jacobin a canonisé ses meurtres, et maintenant c'est par philanthropie qu'il tue. C'est un fou qui a de la logique et un monstre qui se croit de la conscience. Au milieu de leurs prisons et de leurs échafauds, ils n'avaient jamais cessé de croire à leur bon droit, à leur humanité, à leur vertu, et dans leur chute, ils se sont considérés comme des martyrs. Taine cite Chateaubriand. Les conventionnels faisaient couper le cou à leurs voisins avec une extrême sensibilité pour le plus grand bonheur de l'humanité. Le coup d'État de Thermidor qui voit l'élimination de Robespierre est pour Soboul la victoire de la bourgeoisie. Les Thermidoriens voulaient empêcher le retour à la démocratie politique et sociale. Pour François Furet, comment peut-on parler d'un retour de la bourgeoisie ? Le pouvoir retranche 2/3 de leurs revenus à 386 000 rentiers. Il fait un emprunt forcé, il déclare la banqueroute. Les Thermidoriens voulaient faire fonctionner l'économie et devaient donc prendre des mesures pour favoriser les couches sociales influentes économiquement, garantie vis-à-vis de la propriété, libre circulation des grains, fin des réquisitions. Ce n'est pas le social qui détermine le politique, mais le politique qui détermine le social. Pour Taine, c'est la victoire d'une fraction jacobine enrichie qui avait peur de se faire raccourcir. Barrère le dit, on faisait guillotiner son voisin pour que le voisin ne nous fît pas guillotiner. Comme j'ai beaucoup développé l'analyse d'Hippolyte Taine, voyons les critiques à son égard. Jaurès. Taine a construit la vision la plus futile, la plus superficielle qui soit, la plus dangereuse aussi. Seignobos, le plus inexact des historiens français, qui n'a aucune idée de ce que doit être un livre d'histoire, les origines étant un ouvrage partisan. Les origines négligent les attaques auxquelles la Révolution devait faire face et donne ainsi la peinture d'un duel où l'on aurait effacé l'un des deux adversaires, ce qui donne à l'autre l'aspect d'un fou. Quinet, si l'on isole du spectacle des armées celui de l'intérieur, on voit au-dedans un peuple furieux sans apercevoir la cause de sa fureur. François Méloniaux, l'histoire de Taine assiège le lecteur d'un amas horrible de faits divers, choisis avec plus de goût pour la sensation forte que le discernement. Albert Soboul, soucieux de défendre l'ordre social, Taine prend le parti de la noblesse contre la bourgeoisie, de la bourgeoisie contre le peuple. Des motivations révolutionnaires, il ne voit qu'envie cupide parmi la bourgeoisie, parmi le peuple qu'instinct sanguinaire. Ayant délibérément écarté de son propos la guerre et ses conséquences, pour ne s'attacher qu'aux problèmes et aux luttes intérieures, Taine a faussé toute l'histoire de la Révolution. Il passe sous silence l'alliance de la contre-révolution et de l'étranger, le complot aristocratique, l'armement des immigrés, la trahison partout présente. Et pourtant, Soboul écrit. Cependant, attaché à décrire avec autant de mépris que de crainte les mouvements populaires, Taine en a souligné la complexité, montrant l'imbrication des forces sociales, des intérêts personnels et des passions collectives. Pressentant la nécessité du recours à la psychologie sociale, Taine a été, malgré tout, pour les historiens de la Révolution et au témoignage même de Georges Lefebvre, un initiateur, un éveilleur. Mona Ozouf écrit «
Obscurci pour les années 1880, sa capacité prédictive reste stupéfiante pour le XXe siècle. La défiance à l'égard du progrès, l'ombre des désastres à venir, la hantise des signes de l'inhumain, tout ce qui, voici un siècle, rendait son propos inécoutable est précisément ce qui nous porte aujourd'hui à lui prêter une oreille attentive. Par là, le monument à demi ruiné tient encore bon. Conclusion sur le bilan de la Révolution. Albert Soboul écrit « 1793 est une anticipation dont il reste à réaliser la promesse. La tentative de l'an 2, malgré l'échec final, paraît valeur d'exemple. Ce fut une tentative grandiose et dramatique. » Taine écrit « En Égypte, dit Clément d'Alexandrie, les sanctuaires des temples sont ombragés par des voiles tissées d'or. Mais si vous allez vers le fond de l'édifice et cherchez la statue, un prêtre s'avance d'un air grave en chantant un hymne en langue égyptienne et soulève un peu le voile comme pour vous montrer le dieu. Que voyez-vous alors? Un crocodile. Le dieu des Égyptiens paraît. C'est une bête vautrée sur un tapis de pourpre. On a pu persuader au bon public que les crocodiles étaient des philanthropes, que plusieurs d'entre eux avaient du génie, qui n'ont guère mangé que des coupables, et que si parfois ils en ont trop mangé, c'est là à leur insu, malgré eux, ou par dévouement, se sacrifiant eux-mêmes au bien commun. François Furet, il y a deux moyens sûrs de ne pas comprendre la Révolution, c'est de la maudire ou de la célébrer. Ceux qui la maudissent sont condamnés à rester insensibles à la naissance tumultueuse de la liberté et de l'égalité. Ceux qui la célèbrent sont incapables d'expliquer, ni même d'apercevoir ces tragédies, sauf à les couvrir de l'excuse débile des circonstances. Ils restent aveugles à l'ambiguïté constitutive de l'événement, qui comporte à la fois les droits de l'homme et la terreur, la liberté et le despotisme. François Furet reprendrait la formule de Tocqueville, qui éprouvait face à la Révolution une surprise mi-admirative, mi-horrifiée.